Et bonsoir à tous, vous êtes sur Retour Critique, l'émission où on va parler d'un jeu de rôle en détail. Donc c'est un jeu de rôle auquel on a joué, dont on a lu le livre, qui est disponible dans le commerce. Et donc aujourd'hui on va parler de Tales from the Loop. Je suis accompagné par Pierre, du Club Calliope. Bonsoir tout le monde. Et donc aujourd'hui nous allons parler de Tales from the Loop. Donc Tales from the Loop, qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est un jeu de rôle d'anticipation dans les années 80 dans lequel les joueurs vont incarner des enfants dans un univers mystérieux. Okay, donc si vous aimez Stranger Things, les Goonies et Cthulhu, c'est un jeu qui pourrait vous plaire. En effet. Donc on est quand même dans un univers qui est légèrement différent du nôtre. Il y a eu 3 gros changements comparés à nous. Voilà, 3 grandes avancées technologiques. La première, les Japonais ont réussi à créer des robots. Donc là on parle sur du gros robot mécanique, et pas des androïdes. Gros robots, on est sur des robots qui restent à taille humaine, quand même. La deuxième, c'est la découverte de l'effet magnétrine par les Russes. Grosso modo, ils ont fait des gros électroaimants qui rentrent en opposition avec le champ terrestre et ils arrivent à faire voler des paquebots. Voilà. Et enfin, le troisième, c'est les Américains qui ont créé un accélérateur à particules dans le Nevada. Et quand les Américains créent un accélérateur à particules dans le Nevada, quel autre pays le fait ? La Russie. Mais non, la Suède. Merde. Livré en kit en plus. Voilà, donc cet accélérateur à particules a été fait à proximité de Stockholm, au niveau des îles Moonsoy. Le nom de l'île peut varier selon votre connaissance de la langue suédoise. Oh merde, échec critique. Bon tous les noms seront saccagés dans cette vidéo. Désolé. Donc bien sûr on joue des enfants avec ce qui ressemble au code du cinéma pour les enfants. Donc le jeu ne sera pas létal, même si les actions ont quand même des conséquences. Et surtout on va avoir des problèmes d'enfants. Donc on va devoir aller à l'école, on va avoir les adultes qui nous écoutent pas forcément. On va avoir les grands qui nous tapent. Les grands qui nous tapent. On va avoir des moyens très limités et au niveau financier bien sûr. Bref, tous ces petits tracas du quotidien qui font partie intégrante du jeu. Voilà. Cela dit, par contre, le jeu n'est pas que un simulateur de tracas d'enfants. Il y a quand même les mystères. En effet, le jeu ne repose pas vraiment sur des scénarios, mais sur des mystères. Comment fonctionne un mystère ? C'est très simple. Premièrement, vous introduisez votre mystère. Je donne un exemple. Un chien qui disparaît. Les enfants peuvent décider de partir à la recherche de ce chien ou de totalement l'ignorer. Sauf qu'on se rend compte quelques jours plus tard, quelques semaines plus tard, qu'on a retrouvé ce chien mort, déchiqueté. Les enfants peuvent décider ou non de traiter ce mystère. On en est au 2e stade. Tout simplement, on va dire que ça continue à évoluer. Ça continue à évoluer. Selon s'ils s'en occupent ou pas, mais ils ne sont pas obligés de s'en occuper. Ils ne sont pas obligés de s'en occuper, mais aujourd'hui c'est un chien. 3e stade, ça peut être un enfant qui se fait attaquer. 4e stade, ça peut être un des parents qui se fait attaquer. Un mort, etc. Jusqu'à ce que les enfants arrivent à résoudre le mystère ou que d'autres éléments viennent poser problème. Donc grosso modo, Tales from the Loop, c'est ça. Voilà. Donc l'univers de Tales from the Loop, qu'est-ce qui fait son originalité ? Premièrement, le fait de jouer dans les années 80, dans un univers dans lequel il y a des technologies qui ont avancé. Alors, ce qu'il faut faire attention, c'est que il y a une avancée technologique, mais à laquelle tout le monde n'a pas obligatoirement accès. Ce qu'il faut savoir, c'est que les enfants jouent à la Atari 2600. Ils jouent à la NES. Ils ont leurs ordinateurs sont des Commodore 64. Les voitures, ça reste les voitures de l'époque, avec les technologies de l'époque. Mais on a des robots ménagers, des robots domestiques. On peut programmer des robots en C, je suppose. Cela n'est pas précisé dans le livre. Les avancées technologiques sont à la fois très présentes, dans le sens où ça fait partie du quotidien, mais assez absentes dans le sens où les enfants... Comparé à ce que nous on a, déjà, c'est vrai que
Voilà. On n'a pas les téléphones portables, on n'a pas internet. Eux n'ont pas, il voilà. n'y a pas, On eux est- n'ont on pas est loin accès. d'avoir accès à ce genre de choses. Voilà. Et eux, là-dedans, n'ont pas accès à Internet parce que Internet a été créé début 90, Ah oui. en tout cas au sens mondial du terme. Ils n'ont pas accès, il n'y a pas de smartphone à l'époque. Voilà, les téléphones coûtent encore très cher et sont très encombrants, enfin les téléphones portables, etc., etc. Donc, première originalité déjà, c'est le fait de se retrouver dans un univers que certains pourront connaître, mais avec justement ces quelques petites différences. La deuxième originalité, c'est de jouer des enfants. Clairement. C'est pas très fréquent de jouer des enfants dans un jeu. Surtout que vraiment tout le jeu est quand même centré autour de ça, le fait qu'on joue Tout des tourne enfants et les problèmes autour autour de des ça. enfants. On ne sait pas juste on joue des enfants pour jouer des enfants. C'est la troisième originalité du jeu. Les enfants ont des problèmes qu'ils doivent résoudre. Ça fait partie des règles que nous apporterons un petit peu plus tard. Mais dans les règles, les enfants ont des problèmes. Quatrième point qui fait presque le sel de ce jeu, l'univers est décrit en collaboration. C'est-à-dire que les joueurs ont autant de pouvoir sur l'univers que le maître du jeu. Typiquement, comment on commence une partie de Tales from the Loop? Eh bien écoutez, qui souhaite proposer une scène? Et Romain va dire, par exemple, Je vais commencer par me lever, puis je vais aller voir s'il me reste du Nesquik. Sauf qu'il n'y en a plus, alors du coup je vais appeler mes potes pour savoir si je peux aller en chercher. Et en allant prendre mon vélo. voilà. Et voilà, Ça- on est parti. Voilà, c'est comme ça qu'il a fait. Mais il aurait pu aussi regarder sa fiche perso qu'il n'a pas regardé et se rendre compte que son père est alcoolique. Et il aurait pu dire que ce matin, Je vais voir s'il y a du Nesquik et je vais aller chez mon voisin même si j'en ai parce que j'ai pas envie de voir mon père. par exemple, ou même il aurait pu dire qu'il tombait sur son père qui avait dégueulé dans le canapé, etc. etc. Mais les enfants ont des problèmes et ça fait partie des règles, les enfants doivent s'imposer les problèmes. Sachant Ce que n'est ça peut pas- être des problèmes du coup qui sont assez graves, comme Voilà. on vient de l'évoquer. Voilà. Ce n'est pas, c'est moins au maître du jeu d'imposer les problèmes aux joueurs qu'aux joueurs de s'imposer les problèmes. Sachant que le but des enfants est bien entendu de régler leurs problèmes à la fin du scénario. Et une fois que le scénario est fini, qu'ils ont réglé leurs problèmes, ils s'en imposent un nouveau, et ainsi de suite au cours de leur histoire. Je pense que les 4 points principaux ont été abordés. Et après, d'autres originalités seront à trouver au niveau du système de jeu, mais nous en reparlerons plus tard. Mais concernant l'univers, Donc Sur déjà, l'écran. on a aussi bien montré qu'est-ce qu'il apporte et la place que ça laisse à la créativité, étant donné que c'est aussi bien pour le maître de jeu que pour les joueurs de mettre en place les choses. en termes de créativité, je me permets de te couper, pour la création de scénarios, étant donné qu'on ne crée pas des scénarios mais des mystères, il peut être aisé pour un maître du jeu assez expérimenté de créer des mystères d'un claquement de doigts. Comme je le disais, un chien a disparu. Mais pourquoi est-ce que le chien a disparu? Est-ce que il a juste fugué et en le cherchant, on va se rendre compte qu'il est parti avec une chienne et qu'il a des petits? Est-ce que il a rejoint une meute de loups parce que c'était un chien loup? Est-ce qu'il s'est fait bouffer par des loups? Est-ce qu'au final il fait partie d'une expérience secrète militaire? On va le retrouver avec je ne sais pas quoi implanté dans le crâne qui va le faire parler ou je ne sais pas quoi. Ce sont des exemples. On peut même imaginer facilement reprendre un scénario d'un film et l'adapter en tant que mystère. J'ai fait l'essai sur un scénario de voyage temporel où j'ai pompé une partie du scénario de Retour vers le futur et au final le scénario a plutôt correctement fonctionné. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Sachant aussi qu'on peut facilement placer le jeu dans d'autres pays, même s'il y a quand même beaucoup de choses qui vont se passer autour de cet accélérateur particulier. Voilà, sachant qu'il existe 3 cadres définis pour le moment. Le premier, donc, c'est le cadre suédois, où il y a toutes les informations concernant le loop suédois. Il y a le cadre du loop américain, qui se trouve dans le Nevada. Et enfin, nous avons eu droit à un supplément Tales from the Loop France 80, donc qui se passe en France.
Si vous avez envie de ne pas écorcher les noms et de toujours parler en français, vous n'avez pas d'excuses. Et donc du coup, on l'a aussi brièvement évoqué, c'est un jeu par contre qui a quand même un certain nombre de secrets, il y a des choses qui sont expliquées Énormément. et qui sont à découvrir. Donc notamment au niveau de cet accélérateur de particules où il se passe des choses pas très très claires. Voilà, mais les enfants, tout ce qu'ils savent, c'est que les scientifiques ils font des trucs mais ils sont trop petits pour savoir ce qu'il y a. Exactement. Et encore une fois, l'accès à l'information est un petit peu compliqué à cette époque. Voilà. Et surtout vis-à-vis d'un potentiel projet militaire, militaro-industriel, etc., etc. Voilà. Déjà que les adultes ils savent pas ce qui s'y passe, alors les enfants, ça peut être encore plus compliqué. Et donc, question système de jeu. Est-ce que c'est un système de jeu qui est conçu spécifiquement pour le jeu ou au contraire est-ce que c'est un système de jeu générique? Alors, c'est un système de jeu générique. C'est le système Mutant Year Zero, Mutant Année Zéro, qui est un jeu du même éditeur, qui fonctionne de cette manière. Vous avez des attributs, vous avez des compétences. Vous mettez des points en attributs, vous mettez des points en compétences, et vous lancez autant de dés cumulés, des D6. Vous faites 6, c'est une réussite. Vous faites pas 6, ce n'est pas une réussite. Donc, Sachant que le système de jeu est dur, très 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 dur. Mais vous n'avez besoin que d'une seule réussite pour pouvoir réussir votre action. Ça n'empêche pas. Oui. Après, clairement, le lancer de dés est pensé pour être fait que pour une action qu'on est censé échouer. Voilà. Et c'est pas pour faire des tests de façon aléatoire. Faites un jet d'observation, ce genre de choses. Non, Voilà. Les enfants ont quand même leurs compétences. On n'a pas besoin de leur faire des tests à tout va. Voilà, le but, c'est si vous Le faites jeu quelque narratif. chose où c'est vraiment tendancieux en se disant qu'il y a peu de chances que vous y arriviez, là par contre on va faire un jet. Vous souhaitez escalader une palissade de 1m50. Le MJ qui vous fait faire un lancer pour ça. Soit il ça n'a pas dépend. compris le Non, système. s'il est tout seul, je pense qu'on peut faire un lancer de dés. S'il y a un autre enfant l'aide, Disons que ça peut se justifier de ne pas faire de bien lancer sûr. sur Voilà, des petits lancers comme ça. Vous voulez faire du vélo, on va pas vous demander de faire un jet d'athlétisme pour faire du vélo. Vous voulez avoir une interaction avec un adulte, la plupart du temps, le jeu va être vraiment orienté RP. Soyez RP, roleplay, et il y a peu de chances que le maître du jeu vous demande de vraiment faire un jet, sauf si scénaristiquement c'est important. Voilà. Après, il y a un système donc avec des états. Donc quand vous subissez un état, vous avez des dés en moins à lancer. donc Voilà. peut-être un petit exemple d'étape pour. Contrarié, effrayé, épuisé, blessé, brisé. Brisé correspondant à un échec automatique et les états se cumulant. Mais l'avantage, c'est que lorsque vous faites votre lancer et que vous ratez, vous pouvez faire des relances. Vous pouvez relancer de 3 manières. La première manière, c'est en vous infligeant un état justifié. Par J'ai exemple, pas réussi, je suis contrarié, je réessaye. voilà. Mais vous ne pouvez faire ça qu'une seule fois par jet. Le deuxième moyen, c'est avec votre fierté. Vous avez une chose qui vous rend fier. Par exemple, on va prendre un archétype au hasard. Le sportif. Le sportif, il marque toujours ses buts. Alors s'il fait un tir au ballon, il marque toujours ses buts. Il réussit toujours son action. Ouais, mauvais exemple, mais bon, il tire très bien au ballon. Il essaye, Il essaie de viser quelque chose, de il taper. essaie de taper. Viser une fenêtre. Il se bat contre quelqu'un et essaie de lui donner un coup de pied, il se rate. Et il peut dire non, parce que moi, mon coup de pied, je mets toujours un super bon coup de pied. Il peut utiliser sa fierté, il peut avoir la réussite. C'est soit il a une réussite, soit la relance. exactement. Mais ça peut permettre d'avoir la réussite suffisante. Et enfin, vous avez des points de chance qui décroît en fonction de votre âge. Parce que l'âge a énormément d'importance dans le jeu. Plus votre personnage est âgé et plus il aura de points d'attributs, physique, technique, cœur, intelligence. Et plus il sera jeune, plus il aura de points de chance, qui permettront aussi de faire des relances. Ensuite, nous avons les classiques non-âge, motivation, alors motivation socle, problème,
c'est vraiment pour le RP, ce sont des choses qui sont susceptibles d'évoluer avec le temps. Sachant qu'on a aussi les liens entre les différents enfants. Voilà, parce que On n'est pas obligé de s'entendre avec tout le monde dans son groupe. à 100%, vous pouvez avoir... Pour reprendre dans South Park, personne n'aime Cartman, et pourtant il est tout le temps là. Très bon exemple, très très bon exemple. Voilà, et après vous avez un objet fétiche qui vous accompagne tout le temps, qui peut vous donner des bonus lorsque vous faites des actions, etc. etc. Disons qu'il peut y avoir moyen, lorsque votre personnage est optimisé et vraiment centré sur une action, de se retrouver avec des pools de dés extrêmement importants et donc énormément de chances de réussir. Mais automatiquement, si votre personnage est extrêmement orienté, sur d'autres lancers, ça pourrait être un peu plus compliqué. Donc jusque là on dit oui, on joue des enfants, etc. Mais il y a quand même un système de classe de personnages. Voilà. Les enfants vont avoir un petit peu ce qui les démarque des autres. Sachant qu'au final, en tout cas pour moi, la plupart je les ai déjà croisés au cours de mon enfance. Ça reste des archétypes qui sont assez logiques pour des enfants. Voilà. Donc, le jeu est composé, le livre de base, est composé de 8 archétypes. Nous avons l'excentrique, Ça c'était moi. nous avons la star de l'école, Ça c'était pas moi du tout. nous avons le métalleux, Ça c'était moi mais au lycée. nous avons le campagnard, No. exactement, nous avons le rebelle, Alors ça c'est la petite frappe. Mais c'est le mec qui faisait chier. nous avons l'intello, Ça c'est Sam que vous verrez peut-être dans une future vidéo. peut-être, nous avons le sportif, Ça c'était pas moi non plus. et ça ce sont donc les personnages qui sont disponibles dans le livre de base. Dans l'add-on, l'extension France des années 80, vous avez eu 4 personnages supplémentaires. Vous avez eu le combinard. Ça c'est celui qui vendait les CD gravés. Exactement. Vous avez eu l'inventeur. Ça c'est plus pour le fun je trouve l'inventeur. Ouais. Quand même. Vous avez eu le frimeur. C'est un peu la star de l'école au final. Mais un peu différemment, un mix entre la star de l'école et le sportif. Ouais, quoique non, ça peut être la star de l'école, mais sans le fait que les autres l'apprécient. Exactement. Vous avez le rôliste, qui n'a selon moi, qui n'a strictement rien à faire là, très franchement. C'est vraiment un perso de service. Je viens de me rendre compte que j'ai une feuille qui me manque dans les pré-tirés pour le livre de base, c'est le geek. Oui. Toujours avec son ordinateur, toujours avec ses lunettes et avec son appareil dentaire, je crois. Et ça, c'est pour les classes officielles. Pourquoi je parle de classes officielles? Parce que la communauté Tales from the Loop est très importante outre-Atlantique. De ce fait, il y a eu des classes optionnelles, des fan classes, si on peut dire, qui ont été créées. Et l'une des classes non officielles les plus connues, les plus appréciées et selon moi la plus jouable, c'est la mécanicienne. Mais vous pouvez trouver tout un tas d'autres classes. Vous avez la gothique, vous avez le karaté kid, vous avez le geek band, Bref, le musicien, bref. Pas vraiment ce qui manque. Hein. C'est pas vraiment ce qui manque. Si vous cherchez d'autres possibilités au niveau du jeu, il y a vraiment de quoi Vous avez vraiment de quoi faire et il y a du contenu qui est disponible de ce côté-là. Exactement. Par contre, on a dit que l'âge était important, mais est-ce qu'on a un système de progression? Alors, oui, il y a un système de progression et je reviens sur la petite fiche avec quelques points d'expérience ici. À la fin de la partie, les joueurs ont un questionnaire. À chaque fois qu'ils répondront oui à ce questionnaire, ils obtiendront un point d'expérience. Ce questionnaire est par rapport à la manière dont leur personnage a évolué au cours de l'histoire. Est-ce que vous avez réussi à avancer sur votre problème? Est-ce que... Voilà. Est-ce que vous avez évolué sur votre problème? Est-ce que vos relations ont évolué? Vous avez une dizaine de questions comme ça que je vous laisse le soin de rechercher. Est-ce que votre vie est mieux maintenant en résumé? Exactement. Et sur un barème de 10 points. Exactement. Et à partir de là, tous les 5 points d'expérience, vous pouvez améliorer votre attribut, un attribut ou une compétence. Limité, bien entendu, à 5 points pour l'attribut et à 5 points aussi pour les compétences si ma mémoire est bonne. Donc il y a moyen d'améliorer, sachant que si vous vous lancez dans une campagne longue,
et ben les joueurs peuvent gagner en âge. Par exemple, votre enfant a 12 ans au début de la partie, ben à un moment il va avoir 13 ans. S'il a 13 ans, il perd un point de chance et il gagne un point d'attribut. Et ainsi de suite. Sachant qu'il y a une limite dans le jeu, c'est qu'un enfant ne peut pas avoir plus de 15 ans. C'est une règle claire, nette, précise et établie pour des raisons pour lesquelles nous reviendrons un peu plus tard. Donc du coup, on l'a encore un peu, on l'avait légèrement évoqué. Le système de jeu est au final surtout narratif. Donc on peut pas vraiment dire qu'il est adapté à toutes les situations ou s'il est orienté parce que voilà, il est orienté pour situations extrêmes, plus ou moins, mais en vrai c'est pas handicapant. Voilà. On reste sur de la narration avant tout. Ce qu'il faut savoir, c'est aussi que les enfants peuvent faire des actions groupées. C'est-à-dire que si par exemple on reprend l'exemple de la palissade, vous êtes 3 à vouloir monter la palissade. C'est une palissade qui fait plus de 2 mètres, qui peut être un petit peu compliquée. Les enfants vont tous faire des lancers. Le sportif, lui, va faire 6 dés en athlétisme, il fait 2 réussites. Le rebelle, il va faire une réussite. L'intéo, 0 réussite. Il a lancé 2 dés, 0 réussite. Le sportif peut dire, bah écoute, moi je te donne une réussite. Et ainsi de suite, donc les enfants peuvent s'entraider lors des actions. Ce qui apporte à un point du système que je trouve assez sympa. Lors des grandes confrontations, les joueurs font un jet de difficulté étendue. Selon un certain nombre de paramètres, ils vont devoir faire un certain nombre de réussites en commun. Prenons un exemple, ils sont confrontés à un agent du loop qui s'approche d'eux dans une ruelle. L'agent n'est pas au courant qu'ils sont là. Donc ils ont tout ce qu'ils ont à leur disposition dans la ruelle. Je rappelle que le jeu est décrit de manière collaborative. Donc il y a quand même moyen qu'ils trouvent un certain nombre d'objets. Ils vont faire un jet en groupe. Donc ils vont me dire quelles actions, ils vont dire au maître du jeu quelles actions ils souhaitent faire. Et ils vont lancer en fonction les dés pour chacune des actions. Ça permet de lancer énormément de dés selon quelles actions ils souhaitent faire. Selon le plan qu'ils ont décidé de faire. À partir du moment où le plan a été établi, au moment où ils ont lancé les dés, le maître du jeu décrit exactement ce qui se passe. Ou eux-mêmes peuvent le décrire, je rappelle qu'il y a une description en collaboration. À partir de là, donc le nombre de dés à lancer va être en général 2 fois le nombre d'enfants si le jet est facile, 3 fois si c'est difficile, 4 fois si c'est extrêmement difficile. Donc il peut y avoir quand même un niveau de difficulté qui reste proportionnel aux enfants. Si vous voulez faire une table avec 2 ou 3 enfants, vous n'aurez pas à leur demander 15 réussites. Voilà, il y a quand même un niveau de difficulté qui est relativement équilibré. Et inversement, si vous avez 6 joueurs à votre table, ils vont pas non plus être trop avantagés là-dessus. Et donc, qu'est-ce qu'on trouve dans le commerce? Bien sûr, on a le livre de base et un gros tas de suppléments. Voilà, donc nous avons le livre de base qui existe en 3 versions. Une version standard, une version limitée et une version ultra limitée. Le contenu est exactement le même. Donc ne vous cassez pas la tête éventuellement à essayer de trouver l'une plutôt que l'autre. Voilà. Donc cela dit, qu'est-ce qu'on a dans le livre de base? Alors dans le livre de base, qui est composé d'environ 200 pages, nous avons une carte de la région, parce que j'ai même pas montré la carte de la région suédoise et le loup américain. C'est magique. Hop. Nous avons ensuite, nous avons plusieurs chapitres qui présentent le loop, l'univers tel qu'il est, que ce soit en Suède ou aux États-Unis. Enfin, le monde en général, de toute façon. Le monde de manière générale, le loop suédois est quand même un peu mieux loti avec 20 pages, le loop américain fait une dizaine de pages. Vous avez les enfants avec donc la liste des stéréotypes, les règles qui concernent la création de personnages, ainsi qu'une chose qu'on n'a pas vraiment abordée, mais bon, c'est le repère, parce que les enfants peuvent avoir un repère secret, et peuvent d'ailleurs se faire attaquer leur repère par d'autres grands, ça peut être rigolo aussi. Vous avez un chapitre entier donc sur les difficultés,
la manière dont fonctionne chacune des compétences. Vous avez une liste de mystères. Hop. Vous avez 1, 2, 3, 4, vous avez 5 mystères. Donc les mystères étant vraiment écrits de manière assez succincte. Voilà, vous avez vraiment la grande trame scénaristique de pourquoi ce mystère existe, de comment il existe, qui en est à l'origine. Vous avez ensuite une campagne qui s'appelle les 4 saisons de la science détraquée, dont je ne spoilerai pas les titres, sauf le titre du premier, Vacances d'été et Oiseaux tueurs. Ça veut tout dire. Et chacun donc de ces mystères est totalement détaillé de A à Z. C'est vraiment une mini campagne pour. C'est une campagne. C'est une campagne. Donc vous avez ces 4 scénarios qui permettent de faire un an in-game d'histoire, sachant que vous pouvez rajouter les 5 mystères qui sont un peu plus tôt dans l'histoire. Vous pouvez intercaler un petit peu à n'importe quel moment, même au cours d'un scénario. Vous pouvez très bien vous retrouver avec, à un moment d'un scénario, tel autre élément qui se déclenche. Voilà, mais ça, il faut lire en détail. La campagne en elle-même fait un peu plus de 60 pages, ce qui est pas mal, elle est vraiment complète. Le livre en lui-même fait un peu moins de 200 pages, mais typiquement, il y a tout ce qu'il faut pour maîtriser, pour jouer là-dedans. Et donc, ça c'est notre livre de base. Qu'est-ce qu'on a comme supplément qui est disponible actuellement? Actuellement, il y a eu 2 suppléments. Alors, nous avons en premier Nos Amis les Machines, qui est un supplément qui est vraiment orienté sur tout l'aspect machine, mécanique, robot du jeu. Donc, je prends mes petites notes. Dedans, donc, il y a 3 mystères détaillés, de la même manière un petit peu que les scénarios du livre de base. Et du coup, c'est détaillé, c'est plus comme dans la campagne ou c'est la version succincte? Non, c'est un peu plus comme dans la campagne. Et vous avez 8 mystères, donc vraiment qui sont succincts, qui sont orientés sur des grands titres de musique. Parce qu'on peut s'inspirer de tout et n'importe quoi dans les années 80 pour faire des scénarios. Bien sûr. Voilà. Le livre fait 104 pages. Ce qui est plutôt honnête. Ce qui est honnête. Donc, et enfin, c'est vraiment du coup que du supplément de scénario. Qui n'est que du supplément. Et enfin, nous avons donc La France des années 80, qui lui est composé de 112 pages. Vous avez la description complète d'une ville française. Donc là, à l'inverse, ça va plus être du lore. Ça va être, à savoir la ville d'Aurorville. Hop. Vous avez vraiment tous les petits détails de qu'est-ce qui se trouve où à l'intérieur de la ville. Là, vous avez la région. Et nous ne sommes plus sur le Loup mais sur le Cerne, bien entendu, dans lequel donc, vous avez la description complète de la ville, la description des PNJ qui peuvent se trouver, ainsi donc que 6 mystères complets. Donc c'est vrai que ça peut être intéressant si vous avez envie de jouer ailleurs qu'en Suède et que vous n'avez pas envie pour autant de vous embêter à écrire vous-même la spécificité. Sachant que, petit point que j'ai oublié de préciser, dont je me rends compte, nos amis, donc dans Nos Amis les Machines, vous avez à la fin quelques pages pour adapter une ville au loop. C'est un petit point que j'ai oublié de préciser. Donc quelques petites règles d'éventuellement quels bâtiments peuvent se trouver dans la ville, qu'est-ce qu'il faut faire pour ci, qu'est-ce qu'il faut faire pour ça, etc. etc. C'est condensé sur 5-6 pages, je crois, donc c'est pas une grande partie, mais ça a le mérite d'exister. Ça a le mérite d'exister, c'est voilà. Sympa. Ensuite, il y a eu un écran qui est sorti, un écran donc, de maître du jeu avec une très jolie illustration dessus, mais que j'ai oublié de ramener, donc bon bah tant pis. Exactement, il sera peut-être là, l'illustration sera peut-être là. Avec cet écran donc est fourni un bloc de fiches perso pour pouvoir facilement refaire ses fiches perso. Et donc ça c'est pour ce qui est sorti à la date d'aujourd'hui en France. Et donc on va rester sur ce qui est français, parce qu'on est un petit peu chauvin ici. Mais justement, j'ai dit ce qui est sorti à l'heure actuelle. Donc qu'est-ce qui est prévu? Ce qui est prévu, donc, il faut savoir que Tales from the Loop a droit à une suite qui s'appelle Things from the Flood, qui a été financée en Suède, qui a été financée aussi en France il y a quelques mois sur Ulule.
et donc dont la sortie est prévue pour mai-juin 2020. Si tout se passe bien. Si tout se passe normalement, mais bon, ça devrait être le cas un mois ou deux près. Tout à l'heure, je disais que les enfants ne pouvaient pas avoir plus de 15 ans. Et bien justement, Things from the Flood commence avec des enfants qui ont 15 ans. Alors, étant donné que... Alors, moi, je pense que ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. ça sera l'objet d'une prochaine vidéo. Mais du coup, est-ce qu'on peut vraiment considérer ça comme quelque chose de Tales from the Loop? Alors, Et pas un jeu à part entière? pour deux raisons, ben oui, parce que vous pouvez complètement reprendre vos persos de Tales from the Loop et les transférer dans Things from the Flood avec une petite évolution au niveau des archétypes. Mais surtout, la quasi-totalité du contenu des extensions, enfin en tout cas de l'extension Nos Amis les Machines, est adaptable à Things from the Flood. En plus de Things from the Flood, ont été financés deux autres livres qui sont fonctionnels avec Tales from the Loop, ainsi que Things from the Flood. Vous avez un supplément qui s'appelle Au-delà du temps, ou hors du temps, qui a l'air de traiter de voyage temporel, qui sera compatible avec l'un comme avec l'autre, ainsi qu'un autre supplément France 90. Mais bon, nous n'allons pas nous en dire trop là-dessus, sachant qu'il y a aussi eu côté Amérique, côté Suède et côté anglophone, un mini-livre de campagne qui a été financé lors du premier financement, qui pour le moment n'a pas été annoncé en France, qui peut-être sortira, peut-être ne sortira pas, on ne sait pas, je ne m'avance pas plus, mais je pense qu'il y a encore moyen d'avoir du contenu officiel ou officieux dessus. Du coup, quel supplément on aimerait voir, notamment ce petit livre de campagne qui existe déjà? Déjà, ce petit livre de campagne, bien entendu, moi je suis toujours friand des livres de campagne, des livres de ce genre de contenu supplémentaire. Après, l'univers repose énormément sur des mystères. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de plus de livres supplémentaires? J'ai envie de dire, des petites campagnes en plus qui se passent sur un an, ça fait toujours plaisir. Est-ce que ce sera impératif? Je ne sais pas. Ce que j'aimerais bien éventuellement avoir, ce serait un livre éventuellement d'axes de campagne. Enfin, je sais pas comment le dire. Peut-être éventuellement des suggestions de mystères, peut-être un peu plus des pistes de fil rouge. On peut creuser l'univers ou des Voilà. lieux plus précis pour. Et éventuellement après trouver chose. des extensions, avoir des extensions ailleurs. Oui, Peut-être pas en Russie parce que je verrais moins l'intérêt, mais ça peut paraître con, mais un Tales from the Loop en Chine, Ouais, non, mais avec en Chine ou au Japon, avec éventuellement peut-être une incrustation un petit peu folklore local, Ouais, bien sûr. étant donné qu'il est assez facile, je pense, sur France 80 de mettre une bête du Gévaudan. J'ai pas encore lu le contenu, donc si ça se peut, il y a peut-être la bête du Gévaudan dedans. Mais éventuellement, il y a tellement de possibilités. Peut-être un bouquin juste avec des cadres de campagne et un mystère qui sera adaptable. Après, du contenu supplémentaire, alors c'est très compliqué à sortir, mais ce serait éventuellement un kit d'initiation. C'est vrai que c'est quelque chose qui me manque, Voilà. vraiment, surtout de nos jours, parce que il y a beaucoup de jeux de rôle et c'est vrai que les kits Et au d'initiation, final, c'est un on se peu- retrouve à c'est un peu acheter la un base. jeu. Et être Voilà. obligé de l'acheter ou d'avoir quelqu'un qui peut nous le maîtriser, c'est quand même un gros handicap. Voilà. Le problème avec ce jeu, c'est que c'est un jeu qui est assez chiant à jouer en one shot. Typiquement. Je suis pas d'accord là-dessus du tout, mais on y reviendra après. On y reviendra après, mais voilà, essayer d'avoir peut-être un kit d'initiation un petit peu plus orienté, éventuellement des cadres de campagne supplémentaires, même si on a de quoi à créer nos propres cadres de campagne, et puis des recueils de mystères, éventuellement même des recueils de mystères créés par des fans. Il pourrait très bien faire un bouquin côté Suède ou côté États-Unis ou côté Angleterre,
dans lequel ils font des concours de mystères, et après sortir des petites compilations. Après, bon, là, on dépasse totalement le cadre. Là, je m'extrapole, je vais peut-être trop loin au niveau des droits d'auteur, etc. Mais des petits recueils de mystères, une fois de temps en temps, peut-être un peu plus à thème. Ouais, ou ne serait-ce que contenu gratuit en ligne, ça pourrait être très sympa. Ça pourrait être très sympa, des petits mystères comme ça. Typographiés, des petits mystères faits par des fans, typographiés avec la typographie du bouquin. Sachant que il y a, comme je disais, il y a une grosse communauté américaine, anglophone, notamment sur Reddit, sur Facebook, qui diffuse pas mal de petits mystères, des fiches, des personnages, des archétypes non officiels mais néanmoins très intéressants. Pour les fans de Eleven, il y a eu une version, une fiche perso, un archétype, The Experiment, que personnellement je traduis par le cobaye, avec donc un enfant qui peut avoir des pouvoirs paranormaux, pouvoirs psychiques. Et qu'est-ce qui se passe si jamais il utilise son pouvoir psychique devant d'autres personnes et qui se fait repérer? Ça peut créer avoir l'intrigue, moyen. forcément. Voilà, c'est un des gros avantages que va avoir ce jeu, c'est qu'il y a une très grosse communauté. L'inconvénient, c'est qu'il faut bien parler anglais pour pouvoir s'y retrouver. Ou suédois. Une autre chose aussi qui est disponible dans le commerce, ce sont des livres qui contiennent les illustrations. Parce qu'une chose que j'ai oublié de mentionner, c'est que le jeu de rôle a été créé suite à des peintures faites par un artiste suédois dont je vais reprendre le nom et dont je vais écorcher le nom, Simon Stallenhag, qui a fait justement des peintures en Suède avec des éléments justement un peu rétro-futuristes. Et c'est grâce à ces peintures que le jeu de rôle a été créé. Il existe 3 recueils: Things from the Flood, Tales from the Loop plutôt, Things from the Flood, et un autre dont j'ai oublié le nom, qui ne sont disponibles qu'en anglais. N'hésitez pas à nous mettre le nom dans les commentaires. Exactement, qui ne sont disponibles qu'en anglais, mais qui éventuellement peuvent vous donner des idées de scénarios, au même titre que des scénarios se sont inspirés de morceaux de musique. Pourquoi ne pas faire des morceaux inspirés d'une peinture? Et donc, notre critique sur Tales from the Loop. Donc déjà, comment était prévu le jeu à la base? Comment nous on le ressent aussi? Pour moi, le jeu est complètement orienté campagne. Alors pour moi, il est clairement orienté one shot. C'est vraiment le. Je trouve que ce qui est bien, c'est de mettre en avant ce côté où les enfants ont un problème, vont essayer de le régler, et à la tu l'as dit toi-même, à la fin du scénario, le problème doit avoir avancé ou être réglé. Mais si le problème a avancé ou a été réglé, il doit être confronté à un nouveau. L'enfant doit être confronté à un nouveau problème, et ainsi de suite. Mais donc, dans ce cas, on a besoin d'avoir cette continuité entre les problèmes, et pas justement pouvoir avoir un problème juste différent à chaque fois, sans avoir la continuité de la campagne. Alors, le problème, c'est que ça va dépendre du problème que ton perso a, que ton enfant a. Je sors mes fiches. Tac, je triche, je sais. Alors, motivation, problème. Après, non, moi du coup. L'excentrique, problème. Mon père est communiste. Eh ben écoute, c'est pas grave. De toute façon, c'est pas comme s'il allait pouvoir régler le problème. Mon frère fait de drôles de trucs dans sa chambre. Il comprendra quand à l'extension. Je suis persécuté à l'école. Là, j'ai pris les 3 premiers problèmes d'un des enfants. Le problème, c'est que ces problèmes peuvent être difficiles à traiter en un scénario. C'est sûr. Tu prends le premier scénario que j'ai nommé vacances d'été, oiseaux tueurs. Ça ne se passe pas à l'école. Je suis persécuté à l'école. Ça peut être difficile à traiter. Après, moi, c'est plutôt tout ce côté où on va jouer autour d'un mystère, et un mystère n'est pas prévu pour être long. Il est prévu pour évoluer dans le temps si on s'en occupe pas, mais si on s'en occupe, il est censé être réglé. Mais si tu ne t'en occupes pas, qu'est-ce que tu fais en parallèle? Parce que l'évolution du mystère
peut se faire en l'espace d'une journée, comme ça peut mettre des jours, des semaines, voire des mois. On peut avoir des one-shots qui durent des jours, des semaines, des mois. Des jours, des semaines, des mois. Oui, mais en général, il y a des ellipses. Et c'est un jeu où il peut être assez dommageable de faire des ellipses, selon la période où tu le fais, selon le mystère aussi. Selon moi, le jeu est clairement fait pour être joué en campagne. Alors que moi je le trouve vraiment très très adapté au one-shot. Et après, la question qui peut se poser, c'est est-ce que les mystères peuvent être passés en one-shot? Certains oui, certains non. Alors sur résoudre certains mystères en mode one-shot, bah, on se retrouve à rusher le scénario. On peut avoir des scénarios... Le jeu fonctionne avec un système de compteur, de décompte d'actions. Je reprends toujours l'exemple du chien qui disparaît. Le chien qui disparaît, on va pas le retrouver dans la journée déchiqueté. Soit, mais... Puis trouver le loup le soir, puis ci, puis ça, on va pas tout déclencher en une journée. Oui, mais on peut quand même avoir un scénario qui se passe sur beaucoup de temps en jeu, ça n'empêche pas. Après, il faut réussir à le meubler. Le one shot, tu le fais durer combien de temps? Ah, je peux te faire un one shot. Je peux te faire un one shot qui dure 6 mois dans le jeu. Et ça reste un one shot. Je serais très intéressé de voir comment tu adaptes un scénario qui est censé, un one shot de Tales from the Loop qui est censé se passer sur 6 mois en un scénario de 6 mois. Prochainement sur Lancer Critique. Peut-être. Alors là, teaser ou foutage de gueule de ma part? On verra si on arrive à faire du montage vidéo correct. Prochainement. Ce sera une question qu'on se posera ultérieurement. Donc, on a vu que le jeu, on pouvait l'adapter dans d'autres villes. Oui. C'était prévu notamment avec un supplément spécialement dédié pour la France et un supplément qui donne des pistes pour le faire. Et inclus dans le livre de base, les États-Unis. Bien sûr. Et question beaucoup plus intéressante, à qui est destiné ce jeu? Aux narrativistes. Déjà. Littéralement. Si vous ne faites que du lancer de dés. Ouais, si vous êtes amateur de Donjons et Dragons et que vous avez envie de faire du porte-monstre trésor, ce n'est pas du tout un jeu pour vous. Après, qui ne tente rien à rien. Si ça se peut, vous allez vous découvrir une âme de rôliste. Clairement, mauvais terme. Le jeu est très très orienté roleplay, voilà. Il est orienté narration partagée. En plus, ce qui est encore quelque chose de voilà, différent. Donc c'est vraiment un pur exercice de roleplay et non... le scénario ne va pas se résoudre tout seul en suivant la piste principale. Voilà, basiquement. Donc, on a ça. Après, on peut également parler du public au niveau de la tranche d'âge. Parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, même si c'est un jeu où on joue des enfants, c'est pas vraiment un jeu pour les enfants. Voilà, j'ai fait un certain nombre de parties. J'ai notamment joué avec un enfant de 12 ans, avec un rôliste de 12 ans. Attention, l'enfant avait déjà fait du jeu de rôle, il avait une certaine expérience en jeu de rôle. La partie s'est plutôt bien passée avec lui. Parce qu'il avait une certaine expérience du jeu de rôle, mais je vais pas dire qu'il se faisait chier pendant la partie, sachant qu'il est plutôt habitué à du Donjons et Dragons, si j'ai bien compris. Mais typiquement, je pense qu'il faut avoir un certain âge quand même. Disons qu'il faut surtout une expérience dans le roleplay. De roleplay. Mais purement de roleplay et pas juste de jeu de rôle pour vraiment pouvoir apprécier pleinement Tales from the Loop. Voilà, typiquement, vous pouvez jouer des enfants de 10 ans. Je doute que si vous faites jouer ce jeu-là à un enfant de 10 ans, il va prendre son pied. Vous pouvez faire jouer des enfants de 15 ans. Est-ce qu'un enfant de 15 ans va prendre son pied sur ce jeu? Encore une fois, c'est plus c'est une question d'expérience. C'est une question d'expérience. Quelque part, ce n'est pas du tout un bon jeu pour débuter le jeu de rôle. Pas du tout. Il faut mieux avoir une certaine expérience déjà avant de se lancer sur du Tales from the Loop. Voilà. Ça, je pense qu'on peut faire du TFTL. Après, la demi-douzaine de parties généralistes, de manière générale, une demi-douzaine de parties peut être nécessaire avant de commencer
à tenter de jouer à Tales from the Loop. Et encore, c'est un univers, c'est une manière de jouer, ce sont des mécaniques de jeu qui sont extrêmement particulières. Typiquement, c'est, je pense, le genre de jeu auquel on peut être allergique. Au même titre qu'on peut être allergique à du porte-monstre trésor dans Donjons et Dragons ou Donjons et Dragons. Ouais, enfin, Voilà. dans tous les jeux où il peut y avoir ce genre de choses. Voilà, au même titre qu'on peut être allergique à du porte-monstre trésor, je pense qu'on peut être allergique à un jeu qui est totalement orienté roleplay. Donc, clairement. Voilà. Non, donc c'est pas un jeu qui va plaire à tout le monde, mais ça reste. À essayer pour Mais- l'expérience. Ouais, mais par contre, c'est vrai il est quand même un peu à mi-chemin entre les jeux totalement narratifs, où il n'y a aucun jet de dés, qui vont se faire entièrement sur l'ambiance. On reste quand même sur en territoire familier. Mais d'un autre côté, voilà, on a quand même besoin de faire cette démarche supplémentaire. Donc c'est vrai qu'il a ce bon petit côté entre deux, qui fait qu'il marche bien, tout simplement. Et je pense que c'est ce qui fait vraiment la force de ce jeu, le fait qu'il soit à la croisée des chemins entre le jeu vraiment très narrativiste et le jeu plus classique d'enquête, de choses comme ça. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à cliquer là et là pour suivre l'actualité de la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo avec Lancer Critique.